Ok, bon, il est 15h02. Bien, écoutez, on va commencer ce webinaire. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un webinaire consacré aux nouvelles possibilités de fermentation et qui vous sera présenté par Florian Antoine de l'Allemand, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien déjà. Donc, un petit mot sur B2Beer pour commencer. Je ne sais pas si vous connaissez B2Beer, mais je suppose que oui. C'est un cluster, un regroupement d'entreprises françaises ou ayant une présence significative en France. Et l'idée, c'est de vous présenter des conseils techniques, des produits, des informations sur la culture brassicole, et puis de soutenir depuis 2015 l'inertie de la filière brassicole. Donc, vous pouvez retrouver très facilement sur B2Beer les produits et les conseils des partenaires, leur envoyer des demandes d'informations qui leur sont adressées indirectement. Par exemple, on a certains partenaires qui ont plusieurs usines en France, en Belgique, en Suisse, votre demande est envoyée à l'usine la plus proche de votre domicile. Donc on organise aussi des labs, hein, comme vous le savez certainement, mais cette année, on a dû annuler tous nos événements là, de fin d'année. On avait un lab chez les maltiers à la malterie d'Issoudun et à la verrerie de Veralia, mais qui seront reportés, on espère, à l'année prochaine, le plus vite possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise des webinaires actuellement. Donc, pour ce webinaire, on vous invite à fermer vos micros pendant la présentation pour éviter tout ce qui est écho et l'arsène. Et puis, vous pouvez poser vos questions par chat. Donc, c'est la petite bulle en haut à droite de votre écran. Et puis, éventuellement par voix, hein, lorsque Florian fera des pauses ou en toute fin de présentation. Donc, on vous enverra, on mettra également un petit lien en fin de présentation vers un questionnaire de satisfaction. C'est vraiment un mini sondage, ça prend moins d'une minute à remplir. Donc, à la fin de la présentation, n'hésitez pas à le remplir avant de partir totalement. Voilà, on a toute une série de webinaires encore à venir. Là, on est au troisième de la série de 10 webinaires qui s'étendent jusqu'au 1er décembre. On sera très heureux de vous accueillir sur les prochains également. Je vous souhaite un très bon webinaire en compagnie de Florian Antoine. Moi, je reste là pour regarder un petit peu ce qui est chat, poser vos questions éventuellement. Et puis, on se retrouve en fin de présentation. Voilà, donc je passe la main tout de suite à Florian. Merci beaucoup, Vincent. Bah, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages dans le chat écrit là si vous avez des questions, évidemment. Donc voilà, le but c'est qu'on ait un petit échange et puis c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos questions plutôt que de faire simplement cette présentation. Donc là, je vais vous présenter bah, deux styles, on va dire, deux grands styles de bière que sont les bières acides et les IPA. Et puis comment un petit peu sélectionner ces souches. On a sorti pas mal de choses, on propose pas mal de solutions, etc. Euh, et des solutions. Votre micro se coupe un peu. Merci. Je vais essayer de le caler. Euh, Dites-moi si vous m'entendez bien. Sinon, je vais essayer de le rapprocher, tout simplement. Moi, ça va, mais effectivement, vas-y, continue, on te dira, Ça coupe Florian. un peu. Tu m'entends couper, Vincent? Non, là, je t'entends bien cette fois, maintenant, je t'entends Ok. bien. Bon, je l'ai rapproché. Ça devrait. J'espère que ça va aller mieux. Donc voilà, deux grands styles de bière. N'hésitez pas à poser vos questions. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a pas mal de solutions dernièrement qui sont arrivées et puis qui peuvent changer votre profil aromatique, les recettes, etc. et s'adapter à votre brasserie en fait. Donc c'est pas mal d'en discuter. Tout d'abord, je vous fais une courte présentation sur l'allemand. D'accord. Donc l'allemand, c'est un spécialiste canadien de la levure. Il était fondé par un Alsacien, Fred Aschurer, qui en fait a immigré au Canada à la fin du 19e siècle. Et à la fin, les Alsaciens, ils étaient allemands, d'accord?
Et donc les Québécois l'ont appelé l'allemand. Et c'est comme ça que le nom de la compagnie est resté. Donc, ça a commencé par des levures de pain, etc. Et puis il y a tout plein d'applications pour les levures, évidemment. Le pain, les boissons fermentées, la nutrition animale, le soin des plantes, etc. Beaucoup d'applications. Également sur les bactéries. Et là, c'est pareil, plein d'applications en agroalimentaire. Euh, et puis en bière, évidemment. Et puis dans l'IA l'Allemand Brewing et aussi AB Vickers, qui est une entreprise basée à Burton, en Angleterre, où là on va faire pas mal d'auxiliaires technologiques, des agents clarifiants, des antioxydants, etc., des choses comme ça. Et également le Siebel Institute of Technology, euh, qui est à Chicago, enfin, la plus ancienne école de brasserie au monde, euh, encore en activité. Et donc, ils donnent des cours en ligne, enfin des cours sur site et des cours en ligne également. Et puis qui distribuent des kits sensoriels, notamment pour s'entraîner sur les faux goûts. Euh, donc voilà. On va commencer par les bières acides, tout simplement. Donc, bière acide, pour vraiment simple, c'est une bière où on aura un pH plus bas que la moyenne. D'accord. On va dire que sur une bière classique, on est aux alentours de 4,5 en pH. 4,2, 4,5, ça peut être ses moyennes. Et en dessous de 4, on va commencer à ressentir de l'acidité dans les bières. Comment il est obtenu cet acide? Eh bien, il y a un agent, euh, donc, qui soit un agent microbiologique en fait, généralement, euh, qui va produire un acide faible, d'accord? Euh, donc, par exemple de l'acide lactique, de l'acide acétique, produit par une bactérie ou par des bactéries ou par une ou des levures. Ça peut être, c'est vrai que dans les temps anciens, on maîtrisait pas forcément les fermentations, et donc on avait plusieurs micro-organismes qui pouvaient intervenir dans la fabrication des bières acides, d'accord? Et donc il y a plusieurs styles historiques avec leurs propres méthodes qui sont sortis de ça. Vous voyez les Goseux, les Berliner Weiss, les Rouges des Flandres. Il peut y avoir des fermentations dites mixtes, c'est-à-dire qui vont faire intervenir différents types de micro-organismes, des levures, puis des levures sauvages ou des bactéries, etc. Beaucoup de styles. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, eh bien, toutes ces bières, toute cette tradition de bière acide ont été un peu revisitées par la mode des sour beers, bière acide tout simplement, et puis qui ont apporté des méthodes simplifiées, enfin des méthodes assez simples pour faire des bières acides. Donc, la première méthode que je vais évoquer, c'est l'acidification en cube d'ébullition. Okay. Donc, ça se fait comment? Ça se fait en inoculant tout simplement son mou filtré, d'accord? Son mou filtré, ici non houblonné, c'est-à-dire juste avant l'ébullition, avec une bactérie. Donc, comment ça se passe? Soit il y a des gens qui font ça, qui mettent du grain, d'accord? Euh, qui vont mettre du grain dans la cuve d'ébullition. Le problème, c'est que là, vous maîtrisez pas en fait la population de bactéries, de levures que vous allez mettre dans votre milieu. Okay, vous n'avez pas de maîtrise là-dessus, donc il peut y avoir des résultats variables. Ou alors vous choisissez eh bien, de mettre un pitch où vous savez ce que c'est comme espèce, d'accord? C'est une souche pure et vous allez avoir des résultats reproductifs. Ça, c'est possible par exemple on a deux bactéries maintenant qui sont les lactobacillus. Là, j'ai un petit PDF pour expliquer les bonnes pratiques là-dessus. C'est vrai que ça peut parfois faire peur à certaines brasseries de se dire on va introduire des bactéries lactiques, puisque ça peut être un peu la bête noire en fait des bactéries lactiques. Donc là, on propose une méthode en fait pour inoculer de manière sécuritaire avec des bactéries lactiques pour faire des bières acides. Il y a plusieurs recommandations comme ça. Par exemple, on va commencer à pré-bouillir le mou. Bon, c'est ce qui est écrit sur la fiche. Il peut y avoir à chaque fois des adaptations, d'accord? C'est à vous de voir selon votre process de brasserie, selon votre matériel, qu'est-ce que vous pouvez faire. En tout cas, l'esprit là-dedans, c'est plus de pasteuriser le mou filtré. Okay. Donc, certains vont par exemple choisir de le mettre, je sais pas, 10 minutes à 80 degrés par exemple. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert, enfin, pasteuriser. Ensuite, on dit ajuster le pH. Il peut y avoir un préajustement de pH. Il peut y avoir un chapeau de CO2. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert un petit peu à
prémunir de bactéries, en tout cas d'agents microbiologiques, qui pourraient contaminer votre mou. Puisque là, à l'heure actuelle, là, vous venez de faire votre filtration et vous avez dans votre cuve d'ébullition un milieu de culture, en fait. Donc, si vous ne faites rien, il peut y avoir de la fermentation spontanée, entre guillemets, qui peut apparaître, mais pas les meilleures choses. Vous n'allez pas faire une bonne gueuse avec ça, pas forcément. Il peut y avoir des micro-organismes qui qui vous fassent des faux goûts. Je pense par exemple au Clostridium, qui peut être dans l'environnement de votre brasserie, qui peut contaminer votre mou, d'accord, puisqu'il n'est pas encore, acidifié, il n'est pas encore alcoolisé, et qui vous ferait le fameux faux goût vomi de bébé. Donc ça, ouais, et j'en passe, ça c'est peut-être un des pires, mais j'en passe, il pourrait y en avoir d'autres, des faux goûts comme ça, et l'idée avec cette fiche, c'est de vous dire, suivez ça, faites ce que vous pouvez pour réduire les contaminations externes, pitchez avec un sour pitch par exemple, pour un petit peu occuper le terrain, d'accord. Et puis en 24 heures, vous pouvez acidifier une bière comme ça. Okay. Une fois que c'est fait, on met à bouillir. Donc là, on tue toutes les bactéries qu'on vient de mettre 24 heures auparavant. Mais par contre, l'acide lactique, en l'occurrence, il va rester, d'accord. Et ensuite, on pourra, pendant cette ébullition, évidemment, vous pouvez houblonner. Et ensuite, whirlpool, refroidissement, et puis une fermentation standard ensuite avec n'importe quelle levure. Okay. Donc nous actuellement on a deux souches de Lactobacillus, que c'est un Sour Pitch qui est sorti il y a 3 ans environ maintenant, et l'Helveticus. Donc Sour Pitch qui est hétérofermentaire, qui peut produire de l'acide acétique, surtout si on commence à tirer vers des températures basses en inoculation, d'accord, donc autour de 30 voire 20 si vous vous aventurez là. Et l'Helveticus, pardon, qui est homofermentaire, et donc là qui va faire vraiment que du lactique et plus de lactique, environ 50% en plus, d'accord. Donc un profil beaucoup plus tranchant, je dirais. J'ai mis juste en dessous les profils, les cinétiques en fait, d'acidification. Donc, vous voyez, à chaque fois on part de heure 0, heure 0, c'est vraiment le moment où vous allez mettre votre bactérie, votre pitch dans le mou, d'accord. Donc on a le pH de départ, et le pH que vous avez ajusté classiquement au brassage, ok. Et puis le pH d'arrivée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 20 heures, en général, donc ça c'est sur les profils, on va dire standards, on a un plateau, en fait, tout simplement. Eh bien, c'est dû à quoi? C'est dû d'une part parce que l'acide produit est un acide faible, donc en fait, le pH ne va pas descendre indéfiniment. Et puis également, vous êtes dans du mou, et le mou a un certain pouvoir tampon. C'est-à-dire qu'au bout de, allez, là on met une vingtaine d'heures, le pH ne va quasiment plus bouger ensuite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'acide, lactique produit. Et c'est pour ça que le deuxième graphe est intéressant. C'est que vous voyez que si vous laissez plus longtemps, il peut y avoir encore de l'acide lactique produit. Et donc, vous pouvez augmenter votre acide comme ça. Donc, deux leviers ici pour la production lactique. Le temps. On entend pas mal de brasseries dire oui, mais moi, j'ai pas envie que ce soit trop acide. Donc, ils vont pas attendre 24 heures, qui vont plus être sur 18 heures, un peu moins si elles sont levées le lendemain. Et puis d'autres qui veulent plus d'acidité, qui vont utiliser les véticus du coup pour faire quelque chose de plus tranchant. Ce que je peux dire également sur ces bactéries, c'est qu'elles sont intolérantes au houblon. Donc c'est pour ça que c'est important de les mettre avant le houblonnage, avant l'ébullition. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça vraiment parce que je trouve que la lecture de l'acide lactique elle est encore plus intéressante que celle du pH, et c'est tout à fait possible dans le cadre par exemple de développement de recettes de doser tout simplement l'acide lactique avec une burette en fait comme vous avez pu faire en chimie au lycée, d'accord, goutte à goutte comme ça, pour vraiment mesurer la quantité d'acide lactique effective dans le mou et pourquoi pas atteindre des choses un peu reproductibles.
S'il y a des questions sur les sour pitch, s'il y en a qui ont déjà expérimenté, ont des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Une autre possibilité, au lieu de prendre une bactérie, de la mettre en cuve, puis de bouillir, puis de refroidir, puis de fermenter, d'accord, beaucoup d'étapes au final, c'est tout simplement d'utiliser une levure qui va elle-même acidifier. Là, on n'est plus du tout sur un pH, on est vraiment sur une espèce de levure, même un autre genre de levure, c'est un genre qui s'appelle l'Achancea, ok, donc c'est pas des Saccharomyces. Et cette espèce de levure en particulier va être capable en fermentation de produire et de l'éthanol, hein, c'est une levure qui fermente quand même, mais également de l'acide lactique. Okay. Donc cette levure, elle a été découverte grâce à l'Université des sciences de Philadelphie, dans un parc à Philadelphie, et elle a vraiment été sélectionnée pour sa capacité à fermenter des bières et à les acidifier en même temps. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est une levure qui fermente assez lentement, en 10 jours. On va voir le graphe tout à l'heure. C'est une levure qui atténue pas mal, autour de 80%, qui floccule de manière assez impressionnante. Vous voyez sur les images à la droite, là, sous microscope, comment ça forme bien des paquets. Et puis dans le tube à essai et dans l'air meilleur, comment ça va vraiment s'agglomérer de manière assez caractéristique au fond. Okay. Des saveurs qu'on retrouve pomme rouge, en resucrant un peu aussi, c'est-à-dire qu'on peut pousser l'acidité en sucrant avec du glucose, hein, tout simplement. On peut aussi pousser certains arômes de pêche, par exemple, en ajoutant du glucose. On a remarqué ça. Une température de fermentation entre 20 et 25 degrés, et puis une production d'acide lactique qui est moindre que ce que vous pourrez obtenir par un pitch. Là, on est entre 0,1 et 0,4% d'acide lactique. Je vous montrerai un peu les détails ensuite sur quel levier vous pouvez utiliser pour faire varier ça. Mais on est on est moins que ce qu'on pourrait obtenir avec un pitch. Par exemple, avec la sour pitch, après 24 heures, on serait sur du 0,4, 0,6% d'acide lactique. C'est pas très loin, mais c'est un cran en dessous. Dans la dégustation de bière qui serait faite avec Philippe, vous pouvez vous attendre à une acidité un peu plus fine que ce qui aurait ce qui aurait été fait avec une bactérie. Ce qui n'est pas forcément mal, en fait, qui peut être recherché aussi, cette douceur. Donc, ça courbe. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, bon, comme n'importe quelle levure, elle va commencer par les sucres simples. Okay, donc glucose, fructose, etc. Donc, ce que vous voyez, c'est que justement, ces sucres les plus simples sont eux qui vont vraiment servir aussi de base à l'acidification. Et donc, c'est pour ça qu'au début, on a vraiment cette production d'acide. Vous voyez le pH passer de 5 à 3,5, d'accord. Et donc ça va vraiment se faire dans les premiers jours, dans les 4 premiers jours environ. Parallèlement à ça, tout doucement, on voit que la densité descend, okay, tout simplement parce qu'il y a cette production d'alcool. Et ça peut durer environ 10 jours. Donc vous voyez, on n'est pas sur le même process par rapport à un pitch. Le pitch, on avait 24 heures où on laissait le mou s'acidifier, d'accord, et ensuite on recommençait, en fait, finaliser le bloc chaud, le brassage. Alors que là, vraiment, on a tout bougé d'un coup, on a fait un brassage classique, mais par contre, on va attendre un peu plus longtemps au fermenteur. Donc il y a un choix de process aussi à faire. Et parallèlement, un choix sur le niveau d'acidité qu'on veut obtenir à la fin. Voilà un exemple de recette et puis de cinétique fermentaire. On peut faire des leviers également pour produire plus ou moins d'acide lactique. Donc là, il veut dire quoi ce tableau? Donc, première colonne, en fait, c'est les conditions de l'expérimentation, c'est le taux d'ensemencement de la levure. Okay, donc, je pense que les conditions les plus ressemblantes à ce que vous pouvez faire en brasserie, c'est entre 0,5 là et 1,5. Okay, ce qu'on remarque, c'est exactement le même 0,5 par exemple, c'est un ensemencement standard.
à ce que vous pourriez faire pour une stérilisée normale. Donc là, ce qu'on remarque entre ces 0,5 et ce 1,5, c'est qu'on arrive à quasiment tripler la production d'acide lactique. Donc ça, c'est un levier en poussant légèrement, en poussant grandement même, le taux d'ensemencement, on arrive à produire plus d'acide lactique. Okay. Un autre levier qui pourrait activer ça, au lieu de surensemencer, ce serait aussi de mettre plus de glucose, tout simplement. Donc, faire une adjonction de glucose, n'importe quel sucre mis en sirop pendant le brassage, ou alors de mettre des fruits, puisque aussi les fruits vont apporter des sucres simples, et c'est vrai qu'ils vont rajouter aussi de l'acidité. D'accord. Donc voici un levier que vous pourriez utiliser pour ça. Donc voilà, on va dire, deux choix de process un peu différents, une acidité un peu plus fine sur la filie et quelque chose d'un peu plus intense sur les bactéries. Donc ça, c'était pour les bières acides. N'hésitez pas, je vais passer à l'autre style. N'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ça. Ce que je pourrais rajouter sur la chimie, c'est vrai qu'on peut se dire, hop, est-ce que c'est dangereux, je vais mettre cette slide, est-ce que c'est dangereux d'introduire une levure non Saccharomyces dans sa brasserie? Ce serait une bonne question à avoir quand on sait ce que fait une brette dans une brasserie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas une bactérie qui sporule, d'accord? Donc la sporulation, vous savez, c'est par exemple ce que peut faire la brette, elle peut changer de forme, ne plus être c'est une forme différente de sa cellule de base. C'est une forme résistante qui peut se mettre dans l'environnement et qui peut retourner à l'état cellulaire et contaminer ou se reproduire à n'importe quel moment. C'est pour ça que les brasseries qui introduisent des brettes dans leur milieu ont un peu de mal à s'en débarrasser parce que justement la brette va se brûler, va rester dans l'environnement, va revenir de temps à autre contaminer la brasserie. Donc là, on n'est pas sur une levure qui se brûle, d'accord? On est sur une levure qui reste sous sa forme simple, qui est donc facile à nettoyer. Vous faites votre cycle, j'ai envie de dire votre cycle classique sous Pera, maintenance des joints, etc., maintenance des flexibles. En tout cas, c'est pas un problème. Pour ceux qui font de la fermentation en bouteille, on va conseiller d'utiliser une autre levure pour refermenter, genre une levure de refermentation. C'est juste un conseil. Vous pouvez très bien essayer de le faire avec Philly. Sauf que, bien que ce soit une levure qui produise de l'acide, c'est pas dit que, elle va être stressée par son propre acide au bout d'un moment, et ça va être difficile pour elle de repartir en bouteille. Okay. C'est pour ça qu'on va conseiller d'utiliser une levure de refermentation. À cause du stress acide, et puis il y a des levures qui, justement de la CBC1, qui vont vraiment résister à la pression, résister à l'acide, résister à l'alcool, donc qui vont avoir cette capacité de bien fermenter en bouteille. Voilà, c'est un petit conseil. Et puis, je pense que c'est bon pour, euh, pour cette levure. J'attends un petit peu si vous avez des questions. Si vous avez besoin de poser vos questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou si vous voulez, vous pouvez réactiver votre micro et éventuellement les poser. Et puis même si vous voulez partager vos expériences de brassage avec, si vous avez déjà essayé, que ce soit dans vos fermenteurs, dans vos seaux, etc., n'hésitez pas aussi à partager vos expériences, ça peut être super intéressant. Ah, bah justement, Florian, il y a une petite question. Nettoyage standard, après, pour la cuve début, Lission. ouais, nettoyage standard, absolument. De toute façon, vraiment, parce que ce conseil, c'est vrai que sur
il y a des personnes qui, par exemple, pour faire des bières acides, vont se dire, bon, qui n'ont pas la capacité, en fait, de laisser dans la cuve d'ébullition, qui vont faire donc, pour l'acidification avec des bactéries, hein, on n'est plus sur les levures, là, on est sur les bactéries. Pour l'acidification avec des bactéries qui vont pitcher dans la cuve début et ensuite transférer vers un fermenteur et acidifier dans un fermenteur. Alors là, évidemment, ce sera à vous de faire attention parce que vous bougez votre bière tout simplement. Donc, vous avez intérêt à être super clean dans le flexi, dans les arrivées, etc. Donc, faut être précautionneux, voilà, sur l'hygiène. Et puis ensuite, bien penser à enfin, il faudra bien nettoyer ce fermenteur. Mais enfin, cycle de nettoyage classique. L'avantage aussi, c'est que vous êtes sur une bactérie qui ne résiste pas au boulon. À partir de 4 IBU, elle sera inhibée. Donc c'est aussi une sécurité ça, cette, cette sensibilité au boulon. Mais sinon, ouais, nettoyage standard partout suffisent à nettoyer cette bactérie et cette levure. J'espère que j'ai été clair sur les différences entre les deux process. N'hésitez pas sinon. Mais je pense que c'est des process que vous connaissez, enfin, que beaucoup connaissent déjà. On va passer aux IPA du coup. Donc voilà, vraiment on est vraiment sur les choses, on va dire, à la mode entre les bières acides et les IPA. Donc là, ce qu'on propose en fait, tout simplement, on commence à avoir pas mal de levures qui sont adaptées aux IPA. C'est un petit peu voilà, se faire déjà le point sur qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser, c'est quoi les différences entre les levures. Là, on propose une shortlist en fait de 5 levures qui sont intéressantes et qui sont bien adaptées pour les IPA: New England, BRY 97, Verdant IPA, Windsor et Nottingham. Donc ce tableau, il est pas mal parce qu'il vous dit déjà les atténuations. C'est vrai qu'on est sur 5 levures là. Il y en a une qui fermente pas le maltotriose, c'est la Windsor. Okay, vous le voyez à son atténuation beaucoup plus basse que les autres, alors que les autres fermentent le maltotriose, elles sont plus autour de 80% d'atténuation. Des floculations qui peuvent varier. C'est vrai que Windsor, c'est quand même une levure bien adaptée au casque en Angleterre, qui va peu floculer. Alors que BRY 97, Nottingham, c'est des levures qui vont bien descendre. Des tolérances à l'alcool qui peuvent varier également. Vous avez cette info si vous commencez à faire des triples IPA par exemple. Et puis des informations sur la biotransformation. Ça, j'y reviendrai juste après sur la biotransformation. C'est vrai qu'il y a 2 voies auxquelles on s'intéresse et c'est bien de commencer à en parler, même si on commence seulement à s'y intéresser. Et enfin, les roues des saveurs. Là, c'est vraiment, on est plus sur les esters produits, tout simplement. Les esters produits, l'alcool supérieur également qui peut être produit, les sensations en bouche également. Par exemple, c'est vrai que New England, on est sur du tropical, mais ça reste assez sec, ok, ça atténue, c'est une levure qui atténue pas mal. BRY 97, on est sur quelque chose de très, très propre, en fait, très neutre. Verdante, la nouvelle, on est plus sur l'abricot, et puis une certaine douceur en bouche, quelque chose de très onctueux. La Windsor, pas mal d'esters fruités également. Et puis il y a ce côté sucreux, ce côté rond en bouche évidemment, puisque on va pas consommer le maltotriose. Du coup, on va rajouter du moelleux en fait. Et enfin la Nottingham qui, un peu à la manière de la BRK 97, va vraiment avoir un rendu assez neutre. Okay. Tout ça, c'est des propositions, d'accord, de levures. Il y a d'autres levures dans le catalogue qui peuvent être très bien adaptées à des IPA. Je pense notamment à la Voss, qui est la levure Spike, qui fermente à 39 degrés en 2 jours, qui est assez incroyable et qui est assez neutre, justement, qui peut être très adaptée à des IPA. Je la vois très utilisée. J'ai déjà vu de la belle saison aussi être utilisée pour des IPA. Ça peut se faire aussi. Il
a pas de limite. Clairement, il n'y a pas de limite. Je vous parle de la dernière, la Verdant IPA. Donc, la Verdant IPA, c'est une levure, en fait, c'est mes collègues anglais qui ont été sollicités par la brasserie Verdant dans les Cornouailles et en Cornouailles et qui avait une souche maison. Et on l'a analysé avec notre laboratoire de Montréal. Il y avait 3 souches dans ce levain maison en fait. Et nous, on a sélectionné une souche pure parce qu'en production, c'est plus facile aussi d'avoir une souche pure et non pas un blend. Et puis ensuite, ça vous permet aussi de la réutiliser. Et on a sélectionné la souche qui était la plus dominante, la plus caractéristique de l'ensemble des 3. Les caractéristiques de cette levure, c'est quoi? C'est une dominante abricot avec des notes assez fruitées, tropicales, agrumes. Une certaine onctuosité, en anglais ils disent juicy, euh, très adapté pour des styles tels que des Neipa par exemple, pour avoir ce rendu très juteux. Une fourchette d'atténuation qui est assez grande, mais ça évidemment c'est un peu plus parfois difficile de le dire puisque ça va dépendre pardon de votre process, en fait, de vos paliers de brassage par exemple. Une flocculation moyenne à élevée, 10% d'alcool max, sensible au caractère killer, c'est-à-dire ne la mélangez pas ou alors attendez qu'elle fasse son travail avant de la mélanger à des levures de vin. POF négative, donc POF pour phenolic of flavor, c'est-à-dire qu'elle va pas faire le goût clou de girofle, qui est par exemple présent sur des souches un peu traditionnelles belges-allemandes. Et puis un taux d'ensemencement classique, 50 à 100 grammes par hecto. Donc voilà, plein de données. De toute façon, Vincent vous enverra les slides. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ça. Ça permet. Alors, il peut y avoir des variabilités. En plus, forcément, là, on n'a pas écrit quel maths ils avaient utilisé, etc. Mais au moins, ça vous donne une idée un petit peu sur jusqu'où elle va, sur quoi vous pouvez jouer, etc. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre, c'est voilà, atteindre une atténuation autour de ce 78, puis un rendu assez, ouais, je trouve assez onctueux. Et justement, par rapport à ça, en fait, par rapport à toutes ces levures IPA qu'on a, on s'intéresse beaucoup à ce style, évidemment. Et puis, comment optimiser un petit peu, comment choisir ces levures en fonction des IPA, en fonction de ce style, quoi, et en fonction du rendu que vont avoir ces levures. Et il y a des interactions qui existent entre les levures et les houblons. Et j'en avais parlé dans un précédent séminaire B2Beer, dans un webinaire B2Beer, pardon, avec Philippe Martin d'Op-France, où notamment on explorait, et puis avec Benoît Bigot aussi, de Floodweg, où on explorait un petit peu, entre autres, les interactions entre les levures et les houblons. Il y a des interactions qui sont un peu pénibles, je dirais, comme par exemple le hop creep, où vous allez rajouter du houblon au dry up, et là vous allez voir, suivant les doses que vous mettez, suivant votre process, la densité baisser, baisser et baisser. Okay. Ça, c'est dû à ce que vous ayez des amylases présents dans les folioles du houblon qui vont faire que vous allez refaire des sucres fermentés. D'accord. Mais il y a aussi des interactions positives. Et une des voies là qui est étudiée depuis les 10 dernières années à peu près, c'est la biotransformation. Donc il y a on va dire plusieurs facettes, plusieurs voies explorées par rapport à cette biotransformation. C'est quelque chose d'assez récent, qui a déjà été étudié, enfin qui est déjà étudié par les instituts de brasserie partout dans le monde, et puis dont, on va dire, les fournisseurs, les fabricants de matières premières commencent à un petit peu s'intéresser pour voir si leurs produits, que ce soit leur levure ou leur houblon, eh bien, favorisent ou pas cette biotransformation, et puis qu'est-ce qui se cache derrière, et puis qu'est-ce que ça permet en termes de process, en termes de recettes. Donc 2 voies principales qu'on étudie, la voie de la bêta-glucosidase, d'accord, où là, par exemple, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que en tant que levurier, on va essayer de voir, nous, en fait, on n'est pas fournisseur en gros de précurseurs. Ça, ce sera les houblonniers, ce seront les malteurs, d'accord.
Et nous, on va vous donner en fait la clé de transformation. Donc, on essaie de caractériser nos levures pour voir si elles vont fabriquer ces enzymes qui vont permettre de transformer ces précurseurs qui sont non volatiles, qui sont non aromatiques, en composés volatiles et aromatiques, et du coup rehausser les arômes de votre bière, en fait. Et ça, c'est complètement indépendant de la production d'ester. Donc, on peut être sur une bière qui est très neutre en termes de production d'ester, qui ne va pas fabriquer d'ester. Je pense par exemple à la BRY 97, mais qui va énormément transformer les composés, les précurseurs présents notamment dans le houblon, okay, et qui va permettre de rehausser en fait encore plus ces arômes. Donc voilà, deux exemples. L'exemple de la bêta-glucosidase, où par exemple, ici sur ce schéma, on a une production de linalol. Linalol, si vous en avez déjà entendu parler, c'est un côté un petit peu citronneux. Okay. Et puis cette voie de la bêta-lyase, c'est la voie des thiols qui est pas mal utilisée, enfin qui est ils ont un peu plus d'avance sur nous, c'est le vin qui est pas mal étudié dans le vin. C'est la voie des thiols en fait. Des thiols qui sont des composés soufrés, volatiles, notamment celui-ci qui va permettre d'amener un petit côté fruit de la passion, en tout cas fruits tropicaux. Il y a plein de thiols aussi à étudier, il y a plein de précurseurs à étudier, parce que là on gratte seulement la surface. En tout cas, nous, la réponse qu'on est capable d'apporter, c'est de dire eh bien, telle et telle levure sont pertinentes pour biotransformer, et ensuite, il faut encore qu'on fasse des tests, il faut qu'on écoute les brasseries aussi, qui font les tests chez elles, et puis qui se disent, effectivement, telle levure a très bien marché avec, je sais pas, tel houblon. On a vraiment senti une différence. Donc là, la donnée, c'est qu'on peut vous donner, c'est de dire, eh bien, suivant les levures, quelles sont les activités enzymatiques liées à la biotransformation. Et donc, on remarque pas mal BRI 97 et Verdant IPA, ça fait partie, c'est vraiment les deux souches qui vont biotransformer le plus et qui vont être vraiment pertinentes pour des IPA. Voilà. Et aussi, c'est pas forcément évident parce que c'est, on va dire, qu'un apport parmi tant d'autres sur l'aspect aromatique de votre bière. Ok, il y a la production d'ester, d'alcool supérieur, de phénol, etc., qui peuvent masquer en fait ces composés issus de la biotransformation. Il peut y avoir aussi des choses liées tout simplement au process, par exemple une chasse au CO2 qui ferait que c'est sûr vous avez réussi à extraire des composés volatiles, sauf que la chasse au CO2 a été tellement importante, ou le houblon n'a pas été mis à un endroit n'a pas été mis à un moment pertinent. Du coup, tous ces volatiles se sont envolés à cause du CO2 produit en fermentation. Il y a aussi quelque chose un phénomène que vous pouvez remarquer. Par exemple, vous goûtez votre bière juste avant, juste après, parce que c'est peut-être plus agréable une fois que le diacétyl est retombé. Mais juste avant que les levures aient complètement floculé, eh bien, vous aurez en général quelque chose de plus intense, puisqu'il y a des composés aromatiques qui sont présents qui peuvent être absorbés par les parois cellulaires, mais tant que les cellules sont en suspension, vous les sentez. Dès que vous allez les mettre au froid, ça va retomber, vous allez avoir quelque chose de plus fin. Donc, tous ces phénomènes, voilà, on essaye c'est très complexe, comme vous pouvez vous l'imaginer, puis comme vous en avez l'expérience. Mais c'est intéressant d'essayer, puis d'avoir aussi les retours terrain là-dessus. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Vous pouvez nous retrouver les levures, les bactéries chez tous ces distributeurs. Et puis, vous pouvez me contacter pour toutes vos questions via ce mail ou par téléphone. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Florian. Eh bien, c'est le moment de poser vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à... Ah, je vois qu'il y a une question là dans le chat. Ah, C'est non, juste un c'est juste... merci. Merci, d'accord. De Si rien, Yves. vous voulez, vous pouvez activer vos micros, hein, n'hésitez pas. Voilà, est-ce que
Vous avez des questions en particulier sur certaines levures, sur certains processus? Hmm. Est-ce que vous aimeriez revoir certaines slides de la présentation? Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde d'autres points que Florian n'a pas abordés dans la présentation? Ouais, ça peut être une question qui n'a aucun rapport avec ces deux styles aussi, si jamais il y a quelque chose qui vous pose question. Pardon. Hop. Moi, ouais, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'avant-avant-dernière slide. Celle-là, ouais. Oui, Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les bêta-glucosidases et les bêta-liases? oui, bien sûr. Donc tu vois, en fait, c'est lié à ce premier schéma. En fait, donc Mhm, c'est deux voies qu'on identifie, on va dire, comme pertinentes pour la biotransformation. La voie de la bêta-glucosidase et puis la voie de la bêta-liase, la voie d'étiol. Donc c'est deux enzymes qui sont présentes, qui peuvent être produites par la levure, et selon ta souche de levure, elles vont être produites en plus ou moins grande quantité. Nous, mhm, déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre eh bien, les niveaux en fait, de synthèse et d'activité de ces deux enzymes sur toutes nos levures, ok, pour déjà avoir cette idée. Et ensuite, le truc, c'est là que ça se complexe, etc., euh, c'est que bah, nous, on peut t'apporter la réponse sur l'activité, comment dire, de l'enzyme. Par contre, mhm, derrière toi, il faut que tu aies les bons précurseurs. Ok. Donc là, la réponse, c'est une réponse qui commence à être apportée par notamment des houblonniers qui s'intéressent au sujet, la biotransformation. Euh, c'est un peu dans l'air du temps, quoi. Et qui vont te dire, eh bien, ces houblons en particulier ont pas mal de précurseurs et si tu utilises la bonne levure, tu pourras vraiment euh, obtenir une bonne transformation, une bonne biotransformation. C'est ça en ok. fait, c'est comme ça qu'on arrive à. Nous, l'info qu'on va dire, c'est euh, telle et telle levure marche très bien en biotransformation. Et ensuite, ben, il faut recouper les infos avec ces autres matières premières, tout simplement, pour rehausser tous ces arômes, quoi. C'est des informations donc qui sont données par les houblonniers quand on achète du houblon alors en fait, hein, c'est Ouais, ça sauf aussi. que alors, c'est encore difficile parce que forcément, dire il y a tel taux de non volatile, ça veut dire les doser. Et forcément, doser des composés, ça coûte cher. D'accord? Hmm. Et ensuite, tu vois, là, on en a mis qu'un pour chaque voie. En fait, tu aurais pu en mettre beaucoup plus que ça, avec toutes les variantes de composés. Donc, c'est vraiment Mhm. des exemples là qu'on donne. Et c'est vrai qu'il y a des recherches, notamment nous, on travaille pas mal avec l'ISEOS, c'est un laboratoire de Montpellier, qui justement étudie un petit peu comment tu peux améliorer l'aromatique de tes vins, de tes bières, etc. Donc, c'est vraiment une montagne, un gros chantier. Il reste encore plein de choses à faire, mais on commence à comprendre des trucs. En fait, pourquoi on en parle de ça? Parce qu'on se dit, ben, ok, pourquoi à l'époque on n'avait pas l'info, puis on se disait, ah mais BRY, ça fait pas d'ester, mais pourtant on a l'impression que ça marche super bien avec des houblons. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe pour que ça marche super bien avec des houblons? Et ça pourrait être en fait une des réponses à ça, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas lié aux esters, qui n'est pas lié aux alcools supérieurs à l'aspect un petit peu aromatique de base, on va dire, de la levure, qui dépasse ça et qui fait qu'on a des choses qui fonctionnent sur ces styles de bière très houblonnés. Oui, donc là en l'occurrence pour une IPA, ce que je vois dans ce schéma, c'est la Brie 97 et la Verdant IPA. Ouais, Elles sont très, très performantes quoi, hein, très performante. Enfin, en tout cas, on va dire qu'elle serait celle qui apporte les enzymes les plus actives. Ensuite, bah voilà, qu'on essaye encore de comprendre bah, quel choix du houblon on fait derrière, etc. pour optimiser ça, puis quand est-ce qu'on le met euh, pour que tout ça
fonctionne en synergie. Là, j'ai bu une bière IPA de la Berwinette fait avec votre levure Quick, bière Ouais, Voss, et super super bonne. Vraiment, je suis vraiment impressionné par cette levure aussi en fait. La Voss Quick, j'en ai goûté une aussi de la Montreuilloise là qui a fait 2 sessions avec. ouais, Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est une super levure aussi pour IPA. Alors, enfin, il y a moins de ça, ouais. résultats dans votre schéma, mais effectivement, je trouve Ouais, que donc voilà, c'est encore un truc à creuser évidemment mais ouais, moi je goûte pas mal. Enfin en fait, je remarque que la Voss est très utilisée pour des IPA. J'ai dû la goûter qu'une fois sans dry hop, Mhm. sur une ambrée. On sentait pas mal l'écorce d'orange, en vrai, c'est sa signature. Mais c'est vrai qu'en IPA, c'est très discret quoi. C'est Mhm. rare qu'on sente cette signature. Mais du coup, ça peut être recherché effectivement, cette neutralité. Et je repose la question donc à tout le monde, hein. On a un petit peu de temps encore, donc si vous avez des questions, si vous voulez parler de vos expériences, échanger autour de vos expériences, n'hésitez pas. En parallèle, je vous mets dans le chat le petit questionnaire de satisfaction. Et puis également, je suis très surpris parce que on avait 84 inscrits là pour ce webinaire et puis vous êtes une grosse vingtaine. Alors je me demandais éventuellement si vous aviez des suggestions sur les horaires. Est-ce que c'est très dur pour nous de déterminer les bons horaires, les bons jours? Bon, alors c'est vrai qu'après tous nos webinaires sont gratuits, donc bon bah personne n'est obligé de venir, hein, mais est-ce que pour vous, ah tiens, il y a une question de Nicolas. En tout cas, voilà, enfin, si par la suite vous avez envie de nous dire si les horaires vous conviennent, n'hésitez pas à nous le dire. C'est une question qu'on se pose. Alors, Donc question de Nicolas, est-il possible que le gushing soit dû à une interaction entre levure et houblon en dry hopping? La réponse est oui. La réponse est oui. On en a parlé d'ailleurs avec Philippe Martin lors du précédent, idéalement plus tard. Je vais déjà répondre à la question de Nicolas. On en avait parlé avec Philippe Martin de Hope France la dernière fois. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet, enfin, c'est une question qu'on me pose très très souvent en fait. Euh, donc la réponse est oui. En fait, ce qui peut se passer, c'est que t'ajoutes ton houblon contient des amylases. Ces amylases, donc en fin de fermentation, ces amylases cassent l'amidon, l'amidon, les dextrines, pardon, euh, et ça devient des sucres fermentescibles. Et puis là, pour une raison ou une autre, la levure n'était plus active, et donc elle va pas fermenter ces sucres fermentescibles nouvellement formés. Et puis, il suffit que tu resucres, que tu refermentes en bouteille, ou même pas, il peut très bien arriver que ça repasse parce que toi, tu as refroidi, tu t'es douté de rien, tu as embouteillé ou tu as encanné, etc. Et puis euh, chez ton distributeur, eh bien, il fait chaud, ça repart, etc. Pour une raison ou une autre, où la levure est remise en suspension parce que, voilà, il y a du mouvement. Et donc, effectivement, ouais, le gushing peut apparaître, quoi. Donc, on avait dit que lors de la précédente session, que pour s'en prémunir, soit il fallait une chaîne du froid, ce qui en France n'existe pas pour les bières, euh, soit, et j'ai l'impression que c'est la solution qui est plus adoptée par les brasseries, de houblonner avant que la levure en fermentation primaire soit complètement inactive. Donc, ils vont se dire, allez, 1 à 2 jours avant, je vais dry hopper, comme ça, c'est sûr, on ne pourra pas y couper. Le houblon va casser les dextrines, mais par contre, la levure sera encore active. Donc, ça va rallonger un peu les fermentations, forcément, et au moins, on sera sûr de tout consommer.
Voilà, Nicolas, pour ta question. Mais c'est vrai, alors ouais, et on s'est posé la question avec Vincent sur l'heure. Euh, et bon, alors c'est peut-être moins le cas un lundi peut-être. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu regarder, mais bon, tant pis. C'est vrai que certaines personnes nous avaient dit le soir c'est pas possible parce que raison familiale, parce qu'on tient une taproom. Et donc ouais, ça Puis dépend des même en fin instants. de semaine, hein, il y a beaucoup de brasseurs qui nous avaient dit que en fin de semaine, des fois, quand ils avaient, enfin, c'était moins convenant pour le jeudi ou le vendredi, Ouais, parce que quand ils avaient des activités de brewpub, alors même si en ce moment c'est un peu plus limité, mais malgré tout, qu'ils bien sûr. pouvaient être amenés à recevoir du public. On n'arrive pas vraiment à. Bon, de toute façon, je pense que c'est très aléatoire aussi. Ça dépend aussi des disponibilités des brasseurs. Et puis, on sait qu'en brasserie, il peut vous arriver quoi que ce soit et vous êtes sur le brassin ou dans vos Hmm. ventes. Mais En ok. tout cas, je pense qu'il y en aura d'autres et il y aura d'autres sujets. Et puis, je pense que celles et ceux qui n'ont pas pu venir peuvent toujours me contacter et puis avoir les slides et poser leurs questions. Alors, il reste quelques minutes, hein, donc n'hésitez pas hein, à vous poser vos questions. Enfin, tu peux remontrer tes distributeurs aussi, peut-être, Florian, peut-être intéressant. Hein, il y en a dans tous les pays, en Suisse, en Belgique, parce que je sais que là, il y a euh, des brasseurs qui viennent et puis des gens qui viennent de tous ces pays-là, hein, de France, de Belgique, de Suisse. Ouais, tout à fait. Bah, c'est les trois pays dont je m'occupe. Donc, s'il y a des brasseurs belges et suisses, ils peuvent aussi me poser leurs questions. Alors, j'ai une question de JBM. Florent, tu disais que la levure pouvait absorber des composés aromatiques du houblon lors de la flocculation. De fait, serait-il préférable d'utiliser une levure faiblement flocculante pour optimiser la quantité d'arômes de houblon avant embouteillage? Ça peut, tu peux. Donc, il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'intéressent à Windsor euh, pour, euh, pour leur bière. Parce que Windsor, c'est une levure qui flocule peu, c'est une levure assez adaptée pour les IPA. Et puis qui peuvent aussi l'utiliser en co-fermentation. Par exemple, admettons si tu veux utiliser Windsor, mais que tu n'as pas envie que ta bière se finisse à 70%, qu'il reste du maltodextrose, etc., tu pourrais très bien mettre une levure en plus qui consomme le maltodextrose. Comme ça, tu fais une co-fermentation, tu tires un petit peu de quelque chose à mi-chemin entre deux levures. Euh, donc c'est vrai que ça peut être une option, mais c'est pas toujours recherché ce côté très levuré, quoi. Donc, ça, franchement, je pourrais te répondre oui, mais je vais te répondre oui, mais en fait, parce qu'il y a des levures qui floculent et qui vont très bien marcher, qui vont très bien marcher en termes d'aromatique, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Bien, écoutez, merci beaucoup, Florian. C'est le moment de poser vos questions. Sinon, je vous ai mis le contact de Florian également dans le chat. Ouais, N'hésitez n'hésitez pas. pas, ouais, je pense qu'il peut y avoir Ouais. des gens qui ont des questions spécifiques, donc ils peuvent très bien me contacter, je suis disponible. Et merci à toi, Vincent.
Bien, de rien. Je vous le remets une autre fois. Merci Julien. À bientôt. Écoutez, ben si il y a un message. Ok. Si il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien, merci à tous les participants. Merci à Florian ben, pour cette super présentation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers lui ou vers nous. Et puis, si vous voulez assister aux prochains webinaires qui sont à des horaires différentes, hein, d'ailleurs, on en parlait dans le chat tout à l'heure, mais là, aujourd'hui, c'est 15 heures. La semaine prochaine, c'est plus 16 heures. D'autres, c'est 17 heures. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était exceptionnellement le lundi, mais sur les prochaines semaines, c'est le mardi. Et puis, voilà. Donc, à très bientôt et merci à tous, hein. Merci à tous. Très bonne Allez, je journée. Au mets revoir. fin à la session. À bientôt. À bientôt.